mettre ici parce que je suis le seul à utiliser, par rapport aux intervenants de ce matin, une chose moderne qui s'appelle le PowerPoint. Il faut prendre ça. Voilà. Oh la vache, c'est nul. Ça fait beaucoup de coups. Hein. Bonjour à tous. Mon collègue Jean-Michel Martin, je dis collègue parce que je travaille comme lui dans une réserve de biosphère, en l'occurrence située dans le nord-est de la France, franco-allemande, qui plus est. Ça, c'est ma profession, mais aujourd'hui, je ne suis pas là à titre professionnel, je suis là à titre personnel, et s'il fallait que je prenne une casquette, je prendrais volontiers celle des JNE, journaliste écrivain pour la nature et l'écologie, et j'y suis entré, je ne sais même plus en quelle année, mais parrainé par un certain François Terrasson et Bernard Boisson, ici présent. Je ne vais pas revenir, moi, sur, on peut en parler après, mes liens avec François Terrasson. Mais j'ai choisi, quand Ronan a eu l'excellente idée d'organiser cette journée, j'ai choisi comme thème, un thème que je développe moi-même dans un certain nombre de conférences, sur, évidemment, l'idée de nature. Difficile de remplacer Terrasson, parce que je le faisais intervenir à l'Institut Éco-Conseil de Strasbourg. Généralement, il était là pour déstabiliser totalement les étudiants. Je le faisais intervenir en tout premier. Une fois qu'il était intervenu, les gens, après, qui passaient derrière lui, évidemment, c'était plus difficile. Il n'y a plus de Terrasson aujourd'hui. Je ne dis pas que dans les cimetières, il n'y a que des gens indispensables, mais enfin, c'est clair que ce n'est pas possible de remplacer quelqu'un qui est le produit d'une coévolution telle que la sienne. Donc moi, je le fais avec mon propre vécu d'écologue, mais disons que c'est un peu différent. Alors pourquoi j'ai choisi En finir avec la nature? Vous le savez si vous avez des connaissances sur les ouvrages de François Terrasson. Donc il y a 3 ouvrages qui ont été publiés de son vivant. Le premier, le plus célèbre, La peur de la nature, qui a été réédité 4 fois, après la première édition de 85, je crois. Ensuite, il y a La civilisation anti-nature. Et le 3e et dernier de son vivant, c'est En finir avec la nature. Donc j'ai choisi ce titre pour mon intervention. On peut y aller. Pardon. Voilà. Nous sommes au XXIe siècle, merci Claude Sastre. Est-ce la fin de la nature? Donc, est-ce que François Terrasson aurait raison? Tous les spécialistes, quand même, nous alarment sur le fait qu'on vivrait la 6e crise d'extinction. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Sa caractéristique par rapport aux 5 premières, c'est sa rapidité et le fait qu'on a identifié l'auteur, on a identifié la raison, c'est-à-dire nous, Homo sapiens, qui voulons tout pour nous. Alors, est-ce que ça donnerait raison à François Terrasson? Moi, je serais un peu comme Christian. Personnellement, je pense que la nature est beaucoup plus forte que nous. Certes, ce qu'on va peut-être perdre, c'est la nature de notre enfance. On va peut-être perdre les éléphants, les rhinocéros, les tigres. D'ores et déjà, il y a plus de tigres en captivité qu'en milieu naturel, hein, vous le savez sans doute. Il y a énormément d'espèces emblématiques qui vont sans doute disparaître parce que leur milieu de vie disparaît. Mais la nature, en tant que force créatrice, en tant que pouvoir de régénération permanent et éternel, cette matrice éternelle, comme j'aime l'appeler, est la plus forte. Il n'y a qu'à se balader dans des secteurs qui ont été même ravagés par l'homme, même par la radioactivité, pour se rendre compte que la nature reprend le dessus. Ça ne donne pas raison aux gens qui font exploser les centrales, hein, mais c'est pour vous dire, la nature est forte, très forte. C'est une question de pas de temps. Exactement. En fait, la nature a le temps et nous, on a la montre. C'est ça la grande différence. Je me réfère aussi à un ouvrage qui est paru il y a 3 ans, un ouvrage, je dirais hélas, anglo-saxon, qui était en fait le produit d'un séminaire qui s'appelle Novel Ecosystem, où un certain nombre de scientifiques, pratiquement tous des anglo-saxons, australiens, américains, quand même des gens d'Afrique du Sud, et américains du Sud, nous disent que finalement, déjà, la nature a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des gens spécialistes de l'écologie, de la restauration vous disent « on va revenir à un écosystème historique », c'est du pipeau. Ça ne sert à rien, car les conditions écologiques actuelles sont telles qu'on ne peut plus revenir, même à la limite, à la situation d'il y a 50 ou 60 ans. Pourquoi? La température se réchauffe, le gaz carbonique augmente, les nitrates, les polluants divers et variés, l'explosion des échanges, les néophytes, etc. Donc tout ça fait que les conditions de tous les assemblages dont parle Christian
elles sont déjà complètement changées. Et donc on a affaire à des nouveaux, c'est ça l'expression. Mais quelque part on peut se dire, mais la nature elle a toujours changé. Bien sûr qu'elle a toujours changé. Il y a eu bien des périodes où ici c'était tropical. Donc voilà, c'est qu'une question de pas de temps finalement. Ah, excuse-moi, vas-y si tu veux. C'est ça. Alors, dans quelle matrice on vit? Parce que la nature aujourd'hui ne nous leurrons pas. En Europe occidentale, c'est des petits îlots au milieu d'une matrice. À quoi ressemble la matrice? Certes, je vais faire mon terrasson, là, je vais utiliser des photos un peu choc, mais il faisait comme ça lors de ses conférences. Il utilisait ses diapositives à bon escient. Et il ne fallait pas lui changer une diapositive, sinon il gueulait. Bon, voilà, les zones agricoles ne sont plus que des zones intensives, où se pratique encore une agriculture paysanne. Dans certains coins de montagne plus difficiles, et encore, les pratiques agricoles changent à une vitesse considérable. Et même quand on voit du vert, prenons par exemple le Jura, c'est vert, il faut se rapprocher pour se rendre compte qu'il n'y a plus du tout de diversité floristique. C'est du vert intensif, etc. Donc les zones agricoles, voilà, des déserts biologiques contaminés. Les forêts, bien sûr, il restera des forêts-parcs, peut-être à Fontainebleau. Mais la forêt, on lui demande maintenant de produire plus. Ça ne vous a pas échappé depuis le cher Grenelle de l'environnement. Et ça y va. Nous qui vivons dans des forêts parmi les plus productives de France, dans l'est de la France, je peux vous dire qu'en ce moment, on est en train de décapitaliser fortement la forêt. Et on le doit, il faut le dire, à l'accord des écologistes. Suivant. Les rivières, on ne va pas revenir là-dessus. Les rivières, elles ont pratiquement toutes été rectifiées, polluées. Qu'est-ce qui reste encore comme rivière un peu sauvage en France? Le Haut-Allier, la Haute-Loire, et voilà, les gorges de la Loire. L'urbanisation, voilà, Marc Salomon en parlera. C'est là qu'aimait se retrouver des fois François Terrasson perdu dans le dédale des lotissements. L'urbanisation est inexorable. La trame grise, merci pour elle, elle se porte très bien. Suivant. Et voilà, là j'ai emprunté quelques diapositives que je vais vous passer, des diapositives chocs que j'ai empruntées à Robert Chernokian. Robert Chernokian, c'est un archéologue de l'université Aix-Marseille qui est patron au CNRS des observatoires homme-milieu. On vient de mettre en place un observatoire homme-milieu chez nous dans le parc. Pour ceux que ça intéresse, après je pourrais vous expliquer, après la pause, ce que c'est. Il m'a donné quelques diapositives pour illustrer ce qu'il appelle l'accélération, la grande accélération. Voilà, augmentation de la population mondiale. Ce soir, on aura un solde de 250 000 habitants mondiaux, c'est-à-dire 7,5 millions d'habitants en plus en un mois, c'est-à-dire 90 millions en une année, et en 11 ans, 1 milliard. Voilà. Ça, par exemple, c'est ce qu'il appelle évidemment une des nombreuses diapos qui illustre le fameux anthropocène. Voilà l'anthroposphère. Chaque fil vert, c'est un trajet aérien quotidien. Voilà. Ça, c'est la carte mondiale. On ne voit plus l'Europe, elle est sous le vert. On ne voit plus le nord des États-Unis sous le vert. Seuls s'en sortent encore l'Afrique subsahélienne, une partie de l'Australie. La Chine est complètement noyée, l'Asie aussi. Donc voilà, ça, c'est les vols quotidiens. La Terra Delhi. Voilà. La Terra Delhi. Et ça, on pourrait penser que la nuit serait épargnée. Terrasson, s'il faisait ses stages d'abandon nocturne, c'est pas pour rien. C'est parce que la nuit, c'est le sauvage. La nuit, on est désorienté, donc ça participe d'une condition d'être dans quelque chose d'inhabituel de sauvage. Et bien même la nuit, en Europe occidentale, vous voyez, on ne respecte pas ce caractère-là. D'ailleurs, il y a des gens qui se battent actuellement, je sais qu'il y a des associations qui se battent pour un ciel noir, etc. Bon. Donc, voilà, on est aussi en termes d'accélération sur ce qu'on appelle la métropolisation. Les gens s'agglutinent de plus en plus dans des très très grandes métropoles ou mégalopoles, ça ne vous a pas échappé. Et la dernière diapo, et après j'en aurai fini, à gauche, c'est tous les facteurs socio-économiques, c'est-à-dire la population qui augmente, c'est-à-dire la consommation de tout ce que vous pouvez imaginer, plus d'eau, plus de terre, plus d'engrais, etc. À droite, c'est la réponse de la planète, de plus en plus de méthane, de plus en plus de nitrates, de plus en plus de gaz carbonique, les eaux qui s'assèchent, etc., etc. Donc, c'est pas très encourageant tout ça. Ça pourrait nous flinguer le moral. Oui, mais ceux qui l'ont pas vu, allez voir quand même demain pour pas avoir envie de creuser votre tombe pour mourir. C'est quand même des choses positives. Mais je suis d'accord avec toi, mais voilà. il faut malgré tout ne pas fuir ça. Ça, c'est une réalité. Et une fois qu'on a ça, on se dit, on fait son propre examen de conscience et on se dit qu'est-ce qu'on fait individuellement, qu'est-ce qu'on fait en groupe, etc.
Et la nature dans tout ça, c'est beaucoup de choses, hein. Il faudrait presque un colloque d'une journée pour discuter de ça. Et il y avait un chapitre entier sur ces questions de nature chaque fois dans les ouvrages de Terrasson. C'est plein de choses, la nature. Vous voyez, je ne vais pas passer là-dessus. Je passe très très vite. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. La nature, c'est terrible. Elle peut à la fois être vulnérable, c'est les espèces qui disparaissent, et en même temps, elle est redoutable. C'est les tsunamis, les tremblements de terre contre lesquels nous, on est des petites fourmis et on ne peut pas grand-chose. Et voilà la définition de Terrasson. La nature, c'est la quantité d'absence de volonté humaine. Alors, en quoi Terrasson avait finalement raison sur le plan sémantique et pas sur le plan de la réalité? Le réel, c'est que la nature est la plus forte. Elle ne disparaîtra jamais. Non, c'est le choix des mots. Mais les mots, ça fait beaucoup dans une société. Parce que c'est ça qui forge finalement le vécu culturel et finalement l'usage qu'on va faire de l'élément en question. Eh bien, en 86, un Américain qui s'appelle Walter Rosen invente un nouveau mot. Même si le concept de diversité biologique est connu des scientifiques depuis longtemps, lui, il assemble les deux mots et il dit biodiversity, biological diversity. C'est juste avant, quelques années avant le sommet de la Terre. Pourquoi? Parce que les Américains, notamment le fameux Wilson, se rendent compte que les climatologues arrivent à sensibiliser les élus sur la question du changement climatique. Par contre, la perte et l'érosion de biodiversité, personne de diversité biologique, des espèces, des gènes et des écosystèmes, tout le monde s'en fout. Donc personne ne s'y attache, surtout pas aux États-Unis à cette époque. Et donc, voilà, ils pensent qu'avec un mot plus médiatique, ça va mieux marcher. Voilà. Donc, il faut avoir conscience que c'est un concept qui n'est pas apparu chez nous. Et il est devenu très vite polysémique, autant qu'environnement. Ça veut tout dire, biodiversité. Quand vous voyez même que des élus s'en emparent et ne savent même pas ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes et tout ça, bon, ça fait peur. En fait, c'est devenu une auberge espagnole, on y met un peu tout. On y met à la fois le concept scientifique, en même temps les mesures qu'il faut pour préserver cette diversité, et puis tout et son contraire. Et c'est devenu, comme le dit Catherine Aubertin, une sociologue, un objet de la technoscience, pour revenir à ce que disait Roland de Miller. C'est-à-dire qu'en fait, ça plaît la biodiversité, ça fait sérieux, ça fait blouse blanche, on est dans le labo, ça fait que les espèces sont comme une espèce de mécano, on pourrait changer une espèce, la réparer, l'enlever, en mettre une autre, etc. Sans voir les interactions, sans voir la complexité des interactions qui existent dans la nature. Et le glissement sémantique, moi je l'ai vu, hein. Pourtant je ne suis pas très âgé, pas encore, mais ça vient. J'ai vu la protection de la nature, je tiens toujours à ce terme, moi dans le parc où je travaille, je suis chargé de la protection de la nature. Personne, je dois être le dernier dans les parcs. Tout le monde est chargé de la gestion de la biodiversité maintenant. Mais voilà, il y a des résistants. Je pourrais dire que vous en avez rencontré un. Voilà ce que pensait François Terrasson de la biodiversité, je ne sais plus dans quel ouvrage c'est, mais peu importe, ou dans un article. Cette notion de biodiversité, puisqu'elle est apparue, il était déjà encore bien actif, cette notion de biodiversité va être utilisée pour ruiner celle de nature. Tout de suite, il a vu. La nature, c'est plus englobant, mais ça, on va y revenir. La biodiversité, c'est du technique, c'est du comptable, c'est du maîtrisable. Il avait parfaitement 3 mots, ça suffit, il a tout dit. Et regardez, là, cette photo, je l'emprunte à Bernard Boisson, merci Bernard. Dessus, sur ce véhicule, il y a écrit « Jardinier, développeur de biodiversité ». Vous voyez un peu la manière dont on peut détourner ça. Mais on y est, c'est-à-dire que tout le monde, vous, moi, on est des développeurs de biodiversité, comme si on avait, nous, capacité à créer des espèces sauvages. Il n'est pas dans la salle, je vois 0139. On avait flouté, on a passé cette diapositive dans le bêtisier d'une lettre dont je m'occupe. Alors le loup est contre la biodiversité, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Ça, c'est un discours qui est tenu par les syndicats d'éleveurs ovins. Mais pourquoi? Ils ne l'ont pas inventé, ils le tiennent d'où? Ils le tiennent d'associations de défense de la nature, qui dit que la montagne a besoin de l'élevage pour entretenir des beaux paysages et des belles plantes. Ils rêvent. Les pratiques agricoles ont complètement changé. Allez voir maintenant ce que ça donne, les troupeaux de 1000, 2000 bêtes qui traînent près d'un lac d'altitude ou qui restent sur des pâturages pendant des semaines et des semaines, qui rongent tout, qui érodent tout. Georges Monbiot, un journaliste écologue anglais, appelle les moutons qui ravagent les îles britanniques la vermine laineuse. Mais même le cerf est considéré maintenant dans certaines forêts comme un ennemi de la biodiversité. Alors vous savez que François Terrasson avait beaucoup travaillé sur ces questions de paradoxe de la communication, puisqu'il aimait ça. Il s'était instauré de l'école de Palo Alto aux États-Unis, d'un certain Gregory Bateson, dont je vous recommande l'ouvrage, L'écologie de l'esprit. Et donc il insistait sur ce paradoxe qu'il appelait la double bind, la double contrainte. En voici un parfait exemple qui nous vient du Grenelle de l'environnement. Produire plus tout en préservant mieux la biodiversité.
Je n'ai pas assez de temps pour vous dire en 2 minutes pourquoi c'est un vrai paradoxe de communication, mais en gros, pour produire plus, il faut couper plus de bois. Les forestiers ne sont pas fous. Plus de volume, on l'a dans les gros bois. Donc si on enlève systématiquement dans les forêts les gros bois, on élimine en gros entre 25 et 30% d'espèces qui sont liées justement au stade âgé. Dans le même genre, il y a le ministre actuel de l'Agriculture qui défend l'agriculture biologique intensive. Cherchez l'erreur. Donc vous voyez un peu, je me suis permis ce raccourci que seules les présentations PowerPoint permettent de faire, hein, d'aller vite. 19e, c'est protégé pour l'esthétique. On est ici à Fontainebleau, où effectivement les premières zones protégées vraiment en France le sont par des peintres. Mais très vite au XXe, on veut protéger la nature de l'homme. On se dit que pour préserver la nature, il faut effectivement supprimer un certain nombre d'activités. C'est les premiers parcs nationaux, les réserves naturelles, la loi de 76. Tout semblait partir comme ça vers des lendemains qui chantent. Et au XXIe siècle, maintenant, on gère tout. On gère tout. Son agenda, ses enfants, son calendrier, son entreprise, ses émotions. Formidable. On est tous des gestionnaires. Vous vous rendez compte ? Au moins, s'il y a ça qui nous unit, c'est déjà pas mal. Alors, ça donne des choses comme ça. On rentre dans une réserve naturelle, je ne dirais pas laquelle, même si vous arrivez à lire, et on voit des arbres coupés. Alors, on ne comprend pas, on se dit, tiens, dans une réserve naturelle, on pourrait penser que finalement les arbres sont épargnés. Donc, on ne sait plus très bien, tout est mélangé. Mais oui, mais il n'y a qu'une partie de la réserve naturelle qui vraiment est protégée ou laissée en libre évolution. Le reste, il faut quand même bien continuer à faire des activités, etc. Où on a des parcs nationaux. Je vais débiner un parc que j'aime bien pourtant, celui des Cévennes, suivant. Le parc national des Cévennes est un grand parc forestier et seulement 1,8% de sa zone centrale forestière est en protection intégrale. Seulement 1,8%. Et croyez-moi, les collègues qui travaillent là-bas, ils font tout leur possible pour augmenter. D'ailleurs, ils sont en train de le faire. Mais c'est pour vous dire, différence simplement entre cette zone qui est située dans le sud du Massif central, une des zones les moins peuplées de France, par rapport à l'Allemagne, un pays voisin, plus industrialisé, plus forte densité. Les parcs nationaux, quand ils se créent, ils ne sont d'ailleurs pas aussi grands en surface, mais ils démarrent au minimum avec 40 à 50% de zones tout de suite en forêt, tout de suite en réserve intégrale, et ils ont comme objectif de se donner en 10 ans, 20 ans, ou comme le tout nouveau en forêt noire, 30 ans pour passer à 70%. Cherchez l'erreur. Alors, la nature, maintenant, quand elle est conservée, vraiment. Et Terrasson a beaucoup combattu la gestion, ce qu'on appelle, dans le jargon des technocrates de la nature, la gestion conservatoire, qui consiste en fait à garder des stades pionniers, parce que finalement, il y a un attachement à un certain nombre de plantes qui sont liées à ces milieux. Jusqu'à utiliser des outils qu'utilisent les aménageurs eux-mêmes. Hein. Suivant. Vas-y. Et donc voilà, on est maintenant au triomphe de la biodiversité. Il est pratiquement plus possible d'utiliser le mot nature. Qui utilise encore le mot nature ? Des artistes, des gens d'autres sensibilités, des anthropologues, des philosophes, etc. Mais pratiquement plus des gens qui sortent du milieu scientifique ou de l'écologie professionnelle. Et la gestion est devenue obligatoire. Il faut vraiment arriver à justifier pour ne rien faire. Vous n'avez pas besoin de justifier pour agir. C'est dans l'ordre des choses, puisqu'on a absolument besoin de mettre sa main sur la nature pour la reconnaître comme nature. La nature est menacée, il faut agir. C'est un double piège, ça. Oh, elle est menacée, je vais faire quelque chose. Tiens, je vais creuser une mare, tiens, je vais installer un nichoir, et on pense que comme ça, on va effectivement sauver la diversité biologique. Suivant. Dans les conseils qu'on donne, les élus nous disent, on leur dit, mais laissez la nature reprendre ses droits. On dit, mais monsieur Weiss, ça ne va pas se voir. Alors Terrasson avait quand même comme ça un certain nombre de têtes de Turc, voilà, je cherchais le terme, il en avait des belles expressions comme marre des mares, parce que bon, s'il savait à quel point on en fabrique des mares, encore partout on fait des mares. Alors vous me direz, mais pourquoi s'opposer aux mares? C'est quand même utile pour les batraciens. Oui, mais seulement on ne fait pas des mares pour les batraciens, on fait des mares pour les entretenir. Parce que ça génère du travail, ça fait bosser des gens, et puis comme ça, on a une justification d'agir. Parce que la mare, elle va atterrir, forcément. C'est le but de toute mare. Donc il y avait une deuxième tête de Turc chez Terrasson, c'était les orchidées, ce qu'il appelait l'orchidobsession, avec un superbe jeu de mots dont il avait le secret. Tout le monde aime les orchidées, mais pour autant, est-ce qu'il faut raser des collines entières de tous ces buissons pour pouvoir avoir ces plantes? Parce que là, ça se transforme en jardinage, en fait. C'est plus vraiment
de la nature, mais c'est de la conservation de la nature. André Langani nous dit, mais comment est-ce qu'on peut arriver à conserver quelque chose qui, par essence, est changeant? Pas possible. Et d'où vient le problème? C'est que, évidemment, nous, on a une faible durée de vie par rapport à la nature. C'est là où on est dans le paradoxe avec ce que tu disais. C'est que, par exemple, il y a un orchis qui est en Ile-de-France notamment, qui s'appelle l'orchis brûlé, et qui a toujours vécu, on va dire, un peu en symbiose avec des animaux qu'il piétinait, des ruminants, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Donc il y a des endroits où on en a trouvé, et du coup, hop, on met une clôture autour pour que, surtout, les vaches ne piétinent pas. On dit à l'éleveur, n'y allez plus. 2 ans après, il n'y avait plus d'orchidées. Alors, il n'y avait plus les bestiaux. Un des grands exemples qui est donné, c'est ça. Par exemple, vous partez de l'image en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle une friche boisée, hein, c'est une jeune forêt. Alors vous avez le choix, soit vous restaurez une prairie, restaurer c'est quand même positif, soit vous détruisez une forêt spontanée. Ça c'est selon vos options. Après, parlons des plantes dites néophytes, qui est un terme neutre pour moi, hein, mais c'est des nouvelles espèces nuisives. Nuisible, c'est la contraction de nuisible avec invasive. J'ai inventé ce néologisme pour montrer qu'on s'est réinventé. Les naturalistes eux-mêmes ont réinventé les espèces nuisibles, qui combattaient dans les années 70. Moi, je me souviens, quand je suis rentré dans la protection de la nature, on disait il n'y a pas d'espèces utiles ou nuisibles, il n'y a que des espèces indispensables. J'ai été nourri à ça. Et là, maintenant, on voit les propres naturalistes, gestionnaires de la biodiversité, pardon, qui ont inventé... Si les néophytes n'existaient pas, il faudrait les inventer. Franchement. Parce qu'elles permettent de... Alors, revenons à un aspect plus positif. Est-ce que tout est perdu? Mais bien sûr que non, tout n'est pas perdu. On a d'autres concepts que n'a pas connus encore Terrasson, il est mort trop tôt. D'autres concepts pour résister. Nature est partie, mais rien ne nous empêche de l'utiliser, hein, la preuve. Biodiversité triomphant, mais on a, par exemple, fait ressurgir un autre terme qui n'était plus très utilisé, la naturalité. C'est le caractère naturel des choses, nous dit Google. Merci Google. Et le mot naturalité, derrière, il y a ce qui est spontané. La naturalité, c'est intéressant parce que ça nous pose tout de suite une échelle relative. C'est un gradient de naturalité. On va du moins de naturalité à quelque chose de très, très artificiel, le béton pur, jusqu'à la forêt primitive ou primaire ou que sais-je. Donc avec jusqu'à 99,9%. Ensuite, il y a des indicateurs de naturalité. C'est très bien fait, ça, pour les espaces forestiers. La composition, la structure, l'histoire, la fragmentation, enfin, tout un ensemble d'indicateurs existent. Ils ont été d'ailleurs mis au point par le WWF France, enfin, en tout cas son chargé de mission forêt, Daniel Valory. Et on en reparlera tout à l'heure quand on reviendra sur les colloques de Chambéry. Et donc, la naturalité, ça se mesure. Mais dans la naturalité, vous avez plusieurs tendances. Et vous avez la naturalité, entre guillemets, instantanée, qui ne donne pas plus d'importance à une espèce rare qu'à une espèce commune, pas plus d'importance à une espèce autochtone qu'à une espèce exotique, qui donne plus d'importance à un processus évolutif qu'à un état figé, et qui accepte les nouvelles trajectoires. En fait, c'est pour ça que les gens n'aiment pas la nature, c'est qu'ils ne savent pas où elle va. Ils ne savent pas où elle va, et eux, ils veulent décider de l'endroit où on va. Un deuxième concept dont je vois que quelqu'un l'a utilisé à bon escient pour en parler jusqu'aux gens de Nuit debout avenue de la Place de la République, c'est le terme de féralité. Alors féralité, ça vient d'un adjectif que vous connaissez sans doute, qui s'appelle adjectif féral. Un animal est dit féral ou marron, c'est un animal domestique qui redevient sauvage. Alors féral en anglais existe aussi, mais féral a un synonyme, c'est wild. Donc voilà, ça veut tout dire. Et l'ensauvagement, l'expression c'est rewilding, par exemple. Et donc, ce qu'on a fait avec une collègue qui travaille à l'université de Metz, qui est prof d'écologie, c'est que dans un ouvrage qu'on appelle La France des friches, on a remis un peu au goût du jour ce terme pour bien se rendre compte qu'en fait, des tas de milieux en France sont des milieux, entre guillemets, où s'exprime la féralité, sont des milieux féraux, c'est-à-dire sont des milieux qui ont été utilisés à des fins agricoles, à d'autres fins aussi, et où tout d'un coup il y a un arrêt. Alors l'espace le plus connu, c'est la déprise agricole. Quand une prairie n'est plus fauchée, n'est plus pâturée, elle se couvre d'une certaine végétation, elle retourne à la forêt, gentiment. Ça peut mettre du temps avant de retourner à la forêt. Mais en tout cas, en Europe, globalement, mis à part quelques rares espaces, tout repart plus ou moins à la forêt. Donc c'est intéressant ce concept parce qu'il nous permet de croire quand même en la
permanence instantanée de la nature, c'est-à-dire qu'il suffit de laisser 10 ans, 20 ans, 30 ans un espace sans usage qui compromet sa dynamique successionnelle, c'est-à-dire le fait que la végétation pousse, se développe, devient arbustive et arborescente, pour croire que finalement, voilà, on a sous les yeux des phénomènes qui montrent que la nature continue d'exister, malgré le fait qu'on utilise d'autres espaces, voire on défriche. Et ce qui est très intéressant sur le plan scientifique dans les espaces en friche, ou dans les espaces qui se recolonisent par la forêt, c'est qu'on a des croisements entre espèces domestiques et espèces sauvages. C'est des phénomènes qui sont utilisés, enfin qui sont très étudiés par certains généticiens. Pour la vigne, par exemple, il y a des endroits où la vigne sauvage, qui est plus très courante en France, se croise avec des cultivars et avec des vignes vierges américaines dites exotiques et invasives. Donc ce qui se passe dans ces espaces dits de féralité, je vous montrerai des photos, ce sera plus parlant juste après, c'est des phénomènes de dédomestication. Donc quelque part la féralité, c'est une restauration naturelle. Suivant. Alors là encore, on a semblé donner un état d'esprit peut-être négatif ce matin en se disant que voilà, il n'y a presque plus grand-chose à constater que des choses négatives, mais il y a un regain d'intérêt actuellement qui touche un peu quand même la France, malgré tout, un regain d'intérêt pour le sauvage. Le sauvage dans le sens de la nature qu'on laisse faire, d'accord ? Quel que soit son héritage anthropique. On n'est plus là dans la nature primitive ou autre, on est bien d'accord. D'abord, il y a la création d'une association qui s'appelle Forêt Sauvage en 2005, dont le but est d'acheter des forêts justement de ce type, des forêts dites spontanées ou des accrus forestiers, et de laisser en libre évolution. Il y a l'apparition d'une lettre qui s'appelle la lettre Naturalité, lettre de forêt sauvage, dont je suis le rédacteur en chef actuel, qui est une lettre numérique, avec à peu près 500 abonnés. Il y a eu 2 colloques sur la naturalité, en 2008 et en 2013, organisés par de nombreuses structures, mais surtout on le doit à Daniel Valory du WWF, donc qui ont été l'occasion justement de se rencontrer des gens qui viennent de tas d'horizons, qui expriment ce besoin de laisser un peu plus la nature faire, et qui des fois sont venus témoigner. J'ai animé en 2013 une table ronde où les gens viennent vous dire « je voudrais bien, mais j'ai beaucoup de mal, parce que mes collègues pensent que c'est pas bien de le faire, ou parce que je n'ai pas de soutien politique, ou des choses comme ça ». Donc on voit bien qu'il y a des fortes réticences qui sont culturelles, vraiment culturelles, qui sont dans la tête là. Ensuite, il y a un rapport extrêmement important, mais qui n'a pas tout de suite été vu en France, un rapport européen, un rapport du Parlement européen sur la nature vierge. Je la traduis comme ça parce qu'en fait, ils ont utilisé le terme, ça c'est une traduction française, ils ont utilisé le terme américain de wilderness, qui est encore un autre concept, que je pourrais vous expliquer, mais on n'a pas le temps. En 2009, ce rapport est pris, et ensuite, tout de suite, il y a un mouvement qui se met en place, qui s'appelle Wild Europe, qui réunit énormément de structures, depuis la Commission européenne jusqu'au WWF et jusqu'à d'autres grandes organisations ONG internationales, pour développer des programmes qui visent à restaurer des grandes zones en libre évolution. Il y a la création toute nouvelle, il y a je crois 2 ans, de la Société européenne pour le wilderness, donc vraiment quelque chose qui émane, on pourrait dire, presque du monde anglo-saxon et qui s'installe en France, et particulièrement dans les pays de l'Est, mais pas seulement, puisque nous sommes un peu des pays considérés comme la France, un pays plus latin, qui s'implantent en Espagne. Ça prend dans des pays comme l'Espagne et l'Italie. L'Italie est le seul pays européen à avoir une société pour la wilderness, alors qu'on pourrait penser que les Italiens sont évidemment dans des coins de nature extrêmement transformés, mais non. Ensuite, il y a un groupe de l'Union internationale de la conservation de la nature France qui, depuis 2012, réfléchit à ces questions. Donc, il y a un autre représentant dans la salle, Henri Jaffeux. Donc, on se réunit, je crois, 3-4 fois dans l'année. Et on est en train d'essayer d'établir une cartographie, dans le cadre d'une thèse, de faire établir une cartographie justement des endroits un peu les plus sauvages en France encore actuellement. Et puis les idées évoluent parce qu'il y a aussi des livres. Il y a un éditeur, un jeune philosophe qui s'appelle Baptiste Lanaspez, qui a lancé sa maison d'édition qui s'appelle Wild Project et qui traduit des auteurs étrangers, japonais, allemands, évidemment américains. On lui doit la récente anthologie des textes de Aldo Leopold. Donc ce forestier devenu prof d'écologie aux États-Unis, mort en 1948, qui a effectivement écrit peu de livres, mais qui ont eu un impact considérable, puisqu'il est considéré un peu comme le fondateur du mouvement de conservation moderne de la nature aux États-Unis. Et Gallmeister, un éditeur beaucoup plus connu, maintenant, pas à ses débuts, qui traduit que des ouvrages de ce qu'on appelle
un style qui n'existe pas en France, qui n'existe qu'aux États-Unis, qui s'appelle le nature writing, c'est-à-dire l'écriture nature, c'est-à-dire surtout sur l'Ouest américain, évidemment, et qui a fait traduire tous les ouvrages de gens comme Edward Abbey, Doug Peacock, Wallace Stegner et d'autres, et que je vous recommande parce qu'il y a vraiment des ouvrages. Il a d'autres collections, hein. Il a du roman, il a du policier même, mais il a beaucoup d'auteurs dans le nature writing. Et ça contribue à faire connaître aussi les idées de nature sauvage, etc. Quelques images pour vous montrer que la nature sauvage n'est pas que dans ma tête, elle existe. Là, par exemple, vous êtes dans le Vercors d'Iowa. Vous avez tout un versant là qui est en friche probablement depuis quelques décennies. On voit encore des endroits ouverts parce que contrairement à ce qu'on pense, la forêt ne regagne pas partout tout de suite. Il y a toujours des endroits pour des raisons pédologiques, chimiques, etc., voire la contribution d'herbivores qui peuvent rester comme ça en petite clairière. Donc là, voilà, c'est dans le parc d'ailleurs régional du Vercors. Ça, c'est la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, où toutes les pentes que vous voyez là, c'était des pentes qui devaient être brûlées à un certain moment, pâturées par des chèvres, etc. Ça repart à la forêt parce que ce type d'agriculture n'existe plus. Suivant, ça c'est un terrain militaire, on est à Couët-Quidan en Bretagne, où réapparaît l'IF qui avait complètement disparu. Donc quand vous laissez des forêts revenir, maturer, donc vieillir, parce qu'il faut vieillir dans la nature pour pouvoir voir un certain nombre de phénomènes, il faut laisser du temps au temps, vous voyez réapparaître des choses. Et pour vous montrer que même dans des régions extrêmement de plaine, extrêmement anthropisées, là vous avez une partie de la vallée dite Moselle sauvage, on peut remercier le Conservatoire régional d'espace naturel local qui a accepté de ne pas faire de la gestion, qui a laissé en libre évolution sur une dizaine de kilomètres toutes les bordures dont il avait la responsabilité puisque c'est une réserve naturelle régionale. Donc il y a beaucoup d'endroits, j'aurais pu vous faire une liste beaucoup plus longue, hein, mais on n'a pas le temps. Le phénomène de nature qui se réensauvage, donc d'apparition de nature férale, est un phénomène global en Europe. Les géographes et les gens qui font des observations estiment qu'on est entre 130 et 170 000 km² qui vont se libérer dans les 30 prochaines années dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, je ne parle pas de l'Europe géographique. Et puis vous avez ce bel exemple, je dis bel exemple un peu par provocation, ces beaux exemples qui vous montrent que la nature, elle peut être partout si vous lui laissez du temps. En haut à gauche, c'est une friche qui est au cœur de la capitale allemande. Je ne sais pas si celle-ci existe encore, parce qu'il y a quand même un effet d'urbanisation très fort dans une ville comme Berlin, parce que Berlin, c'est deux villes qui se sont rejointes, en fait. À droite, vous avez une zone extrêmement industrielle où la nature reprend ses droits, mais elle bricole la nature, c'est un laboratoire permanent. Elle le fait avec les espèces qu'elle a sous la main. Donc beaucoup d'espèces type solidage, etc. En bas à droite, c'est aussi une ancienne raffinerie aux portes de Strasbourg qui est en train de devenir une forêt. Et à gauche, évidemment, ça ne vous a pas échappé, c'est la zone de Tchernobyl, puisque à cause de la catastrophe, il y a maintenant, non pas côté ukrainien, mais côté biélorusse, une réserve d'à peu près 3000 km². Voilà, pour terminer, on a toujours le choix, quand on est face à une friche qui fait peur, soit on bloque la sylvigénèse, on bloque la dynamique, et on revient à un milieu ouvert, plus rassurant. Hein. Je ne sais pas si c'est pas génétique, ça. Je me demande si c'est pas quand l'homme s'est redressé, il est sorti de la forêt, il s'est retrouvé dans une savane avec quelques arbres, et il s'est dit, c'est ça que je vais faire un peu partout. Ou alors on laisse la sylvigénèse et puis on attend et ça donne des forêts matures. Nous en France, les forêts les plus anciennes, c'est les réserves de Fontainebleau et puis certains arbres en haute montagne, un peu la forêt de Massane dans les Pyrénées, mais sinon on a des forêts qui ont été terriblement transformées dans notre histoire. Pour trouver des forêts pluriséculaires et non pas des forêts primaires, parce que ça n'existe plus en Union européenne, ni des forêts primitives, il faut aller dans les pays de l'Est. Donc cap à l'Est, si vous ne savez pas où aller en vacances, il faut aller en Roumanie, il faut aller à la frontière entre Pologne, Slovaquie, Ukraine, où il y a les plus belles hêtraies des Carpates. Les Carpates sont la chaîne de montagnes actuellement, qui souffrent beaucoup, qui souffrent de l'ouverture de ces pays, mais où il y a le plus fort potentiel de nature sauvage, avec des forêts qui n'ont pas été touchées depuis 400-500 ans, dans la Nera par exemple, la plus grande réserve naturelle de hêtraies des Carpates roumaines, ou bien évidemment Biélowieza, tout le monde le connaît, le parc national, avec à peu près 600 ans sans coupe, au moins. Ça ne veut pas dire que ces forêts n'ont pas été évidemment influencées, bien sûr qu'elles le sont.
Claude souhaiterait ajouter quelque chose, tu m'as dit. Oui. J'ai fini. Merci. Bon, Tout le monde sait lire, j'ai pas besoin de lire. oui, alors je voudrais, parce que jusqu'à présent on a parlé des forêts européennes, ce qui est normal, mais j'ai l'expérience des forêts tropicales, entre autres la Guyane, l'Amazonie, etc., etc. Alors quand on voit à quelle échelle on massacre toute la région, là je peux vous dire que la reprise de la forêt est longue et dure. Parce que les technocrates qui décident de telles choses, ils disent « Oh, il n'y a pas de problème, 5 ans après c'est vert ». Oui, mais c'est vert de quoi? C'est plus les mêmes choses. Je veux dire, ce sont souvent ce sont les espèces pionnières qui ont leur droit de vivre, pas de problème, hein, puisque quand une clairière se forme d'une façon naturelle, ce sont justement ces espèces-là qui cicatrisent. Mais quand c'est sur des hectares et des hectares et des hectares, bah, il y a de fortes chances que la biodiversité en prend un coup, c'est sûr, aussi bien animal que végétal, et que le vert que l'on a 5 ans ou 10 ans après, c'est loin d'être une forêt dite primaire. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire entrer dans la tête des technocrates quand on décide d'abattre des forêts sur des hectares. Surtout, pourquoi faire? Parce qu'il paraît qu'on veut récupérer des bois précieux. Bon, ben, je peux vous dire que s'il y a 2 ou 3 bois précieux par kilomètre carré, c'est bien. Donc, autrement dit, pour ces 3-4 bois précieux, il faut qu'on abatte tout. Certains vous disent, on va planter ou faire je ne sais pas quel pâturage ou autre. Mais un sol forestier ne se transforme pas spontanément en un sol à pâturage. Un sol forestier tend à redonner un sol forestier. Alors, ce qui veut dire qu'il faut recouper, recouper, recouper. À la fin, on a un sol dit à pâturage. Sinon qu'un sol à pâturage a perdu beaucoup de ses éléments nutritifs. Il faut quand même que l'on sache qu'il y a l'érosion, ça existe, et puis la perte, disons, des éléments nutritifs aussi. Donc tout ça est absolument mal, même pas pensé, même pas mal conçu. Et les expériences qu'on a fait en Guyane sur quelques hectares montrent qu'on a réussi à tasser un sol qui n'était pas tassé, montrent qu'on a un horizon inférieur tellement compact que l'eau, au lieu de s'enfoncer dans le sol, court, d'où des risques d'inondation, entre parenthèses. Bon, ça montre tout ça. Et c'est pour ça que je me permets d'intervenir de nouveau. Et de fait, ce que j'ai observé sous les tropiques, si on regarde bien, on a des choses similaires en France. À partir du moment où un sol est dégradé, il faut un certain temps pour se reconstituer et pour redevenir pouvant supporter une végétation et digne de ce nom. Et je crois que ça aussi, ça devrait entrer dans le fameux dictionnaire dont je parlais tout à l'heure, que l'on sache bien de quoi on parle et que l'on sache bien ce à quoi il faut s'attendre si on fait n'importe quoi. Des questions? Je vais essayer de répondre à 2 points que j'ai entendus depuis ce matin. Le premier, c'est François Terrasson, vous nous avez dit qu'il y a 40-50 ans, il nous dit c'est atroce de couper des haies et des bocages. Il y a 40-50 ans, il disait ça. Or, en 2016, il y a des fonds de pension chinois qui sont en train, depuis des mois, d'acheter des centaines d'hectares dans le Cher, qui coupent tous les bocages pour faire de l'agriculture intensive. Et les affaires n'ont pas les moyens d'intervenir, ils sont obligés de signer. Pourtant, ils dépendent de la direction de l'agriculture, mais ils n'ont pas les moyens d'empêcher ça. Donc, ils sont en train de faire du soja en grande culture, et on parle de dérèglement climatique. Alors donc, moi, ma question, c'est bien de le dire il y a 40-50 ans, mais pourquoi ça n'a pas été jusqu'au législateur? Pourquoi le législateur n'empêche pas qu'on puisse faire des atrocités pareilles? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'est pas là, mais il y a un grand élu d'Avon qui est à l'ONF et qui me dit des tas de choses depuis des années. C'est un épique, depuis 50 ans, depuis 62, je crois. 66. Non, c'est les années 60. C'est un épique, donc il a une autonomie financière depuis plus de 50 ans. Tout à l'heure, vous avez parlé du Grenelle de l'environnement. Ce n'est pas ce qui a le plus eu d'incidence sur l'ONF ces dernières années. C'est la RGPP en 2009 avec Sarkozy.
avec des énormes baisses de dotation. Il faut se rappeler quand même qu'en 2011, l'ONF a été obligé, à partir d'octobre 2011, d'emprunter de l'argent à la banque pour payer ses salaires jusqu'à la fin de l'année. Dites-moi un autre établissement public en France qui est obligé de faire ça. Il n'y en a pas. Et alors, on leur reproche sans arrêt de faire des coupes rases d'arbres. Mais si on ne peut plus payer le salaire de ces agents, comment on fait d'autres? On est bien obligé de couper des arbres. Donc là encore, c'est le législateur. Voilà. J'espère que j'ai été clair. J'ai été bref. On peut prendre peut-être 2 questions et puis je laisse... Simplement, pour compléter au niveau des haies depuis 30 ans, il n'y a pas un ingénieur agricole ou en agronomie qui n'ait pas été formé au Soltner. Soltner recommandait de garder les haies. Donc, dans le temps, tout le monde a été formé à ça, mais personne ne le fait. Est-ce que vous voulez répondre Alors concernant les haies, bon, moi je ne suis pas très surpris, hein. Même donc dans le pays troncé, vous entendez? Dans le Bourbonnais, dans le pays le pays de Tronchet, dans le Bourbonnais, qui est une des régions où il y a quand même une densité de haies. Si vous allez voir sur une photo aérienne, vous verrez, il y a un véritable quadrillage. Un ami qui devait être là aujourd'hui, Quiroche, et qui s'est battu, François Terrasson s'est battu avec lui. Il y a une association qui s'appelle B3, qui s'appelle Bouchure et Bocage en Bourbonnais. Il y a un blog pour ceux que ça intéresse, hein, ils se battent au quotidien. Mais même là-bas, il y a une déprise agricole très forte, et donc il y a des domaines agricoles qui sont vendus, et à partir du moment où c'est vendu, il y a des gens qui arrivent pour faire du maïs et ils coupent tout, quoi. Et ils n'arrivent pas, vous avez raison en disant que c'est le législateur. Bon, moi je fais partie des gens très remontés, hein, parce que j'avais quand même... même si j'étais sans illusion, l'espoir qu'on avancerait dans ce domaine. Or, c'est exactement le contraire. Hein. Bon, je vais les citer. La FNSEA est un lobby extrêmement puissant, dont le président est à la fois entrepreneur, à la fois vend des produits phyto. Enfin, voilà, quoi. Et ce que je veux dire, c'est qu'on présente souvent la FNSEA comme représentant de tous les agriculteurs. C'est faux, c'est absolument faux. Ce syndicat est fait pour concentrer l'agriculture, pour éliminer les petits et les moyens. Et j'aimerais bien qu'un jour, les agriculteurs se rendent compte de ça et arrêtent, comment on va dire, d'adhérer à ce syndicat. Je peux vous donner des exemples, même sur le terrain, dans le Vexin français, qui est un parc naturel régional, où on essaye donc de concilier environnement, développement. Il y a des choses qui se passent quand même. Il y a eu des encouragements, y compris, même si ce n'était pas traditionnellement un pays de bocage, sur les rebords de plateaux, où l'érosion était très forte, et autour des buttes témoins, replanter des haies, parce que là, il y en avait eu. Donc, ils ont travaillé là-dessus. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec des agriculteurs là-bas, y compris certains qui souhaitaient se reconvertir, mais parfois même passer de la céréaliculture à l'élevage, un élevage extensif. Hein. Et ben, l'un d'entre eux, la première année, les voisins lui empoisonnaient ses bêtes. Il n'était même pas en agrobiologie, il faisait juste de l'extensif. Enfin, c'est intolérable. Et on savait qui c'était, aucune sanction. Rien du tout. Il y a une lâcheté générale, j'emploie ce mot, vis-à-vis de cette agriculture qui, d'une part, impacte les sols, la qualité des eaux. Je pourrais vous en parler des heures. On déclassifie des captages d'eau en ce moment en Seine-et-Marne pour les relier à un captage d'eau encore propre par des tubes que, évidemment, on va payer dans nos impôts, au lieu de faire en sorte que ce captage ne soit plus pollué. Il ne s'agit pas de dire aux agriculteurs, vous n'aurez plus le droit de produire et de faire votre travail sur cette parcelle. Mais il y a d'autres choses qui sont possibles sur ces parcelles. C'est-à-dire de faire des cultures, par exemple la moutarde. On importe 90% des graines de moutarde du Canada. La moutarde, elle ne demande pas d'engrais. Elle ne demande quasiment rien. Pourquoi ne pas faire sur ces parcelles quelque chose qui ne demande ni intrants, ni pesticides? Non, on ne dit rien, on se la ferme et on continue de...
d'empoisonner les nappes phréatiques et nos captages d'eau, d'empoisonner l'air. Vous avez peut-être entendu les chiffres, il y a 38 pesticides dans l'air, même à Paris. L'impact sur les inondations, j'ai fait allusion tout à l'heure, mais bon, voilà quoi. Alors la seule que faire, allez-vous me dire, ben, il faut aussi agir localement avec vos élus. Vous savez, vos élus, si vous constituez en associe, non pas juste pour chez vous, mais ils en tiendront compte. Hein. Si on fait rien, ben, si eux ne sont pas portés, il y a des élus aussi que je connais qui ont vraiment un sens des responsabilités, et de plusieurs partis, hein, parce que j'en ai rencontré de tous les partis qui étaient vraiment des salopards. Mais certains élus, si vous allez vers eux et qui comprennent que les gens qui sont dans la commune ont envie de bouger, ils bougeront. Hein. Ils ne bougeront pas toujours de même, mais ils bougeront. Donc c'est la seule solution. Pour les forêts, évidemment, j'ai entendu le terme, justement, sous le petit Nicolas, il a dit qu'il faut capitaliser la forêt. C'est le terme qui a été employé. Actuellement, à Troncet, je travaille pas mal là-bas et je vais aller y vivre bientôt. On va essayer de se battre pour classer une partie de la forêt, non pas en réserve, mais qu'on la laisse tranquille, pour les assemblages dont je vous ai parlé. Ce sont les chênes actuellement qui sont parmi les plus chers de France, pour la bonne raison que leur bois est employé pour les mérins, pour les grands crus, et qu'il y a une demande croissante hein, pour ces grands crus qui se vendent dans le monde entier aux gens au pays qui finalement petit à petit se capitalisent, arrivés à un certain niveau, ils ont envie de vivre comme les Américains, les Européens, etc. Ils ont envie des produits de luxe. Donc ces mérins, un chêne se vend entre 30 et 50 000 euros pièce. Vous imaginez, c'est de l'or, quoi. Et donc il y aura bientôt moins de chênes anciens à Troncet qu'en forêt de Fontainebleau ou en Rambouillet, tellement il y a une pression. Les agents sont désespérés sur place, ils vous le disent confidentiellement, mais il y a les ordres de Paris, quoi. Et effectivement, ce que vous avez dit, c'est que l'ONF vivait très bien par le passé. Là, on supprime des postes dans toutes les forêts, ils n'en peuvent plus, les agents de terrain. Et en plus, on leur demande de couper, ce qui veut dire que non seulement, nous, c'est cuit pour voir des chênes de 250 ans ou tout ça, mais même nos enfants ne les verront pas, quoi, voire nos petits-enfants.